Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, dans l'Anti-Sèche d'Amal Laoui, chronique consacrée à la manière dont l'actu se reflète dans les programmes. Une chronique éruptive, effusive, explosive, on saura dans 5 minutes, petit mystère. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on va résumer 3 heures de révision en 3 minutes. Rendez-vous dress code, c'est avec Anne Tourneux, on fait les soldes avec les enfants. Et puis, pour nous accompagner tout au long de l'émission, Valérie Avesera, c'est le grand oral, le thème Silex, une application pour briser les tabous autour de la sexualité des jeunes. Valérie, bonjour. Bonjour. D'un mot, Silex, c'est quoi ? Alors, Silex, c'est une plateforme novatrice d'éducation à la sexualité pour les adolescents. L'idée, c'est de les accompagner de l'entrée dans la puberté jusqu'à leur première relation sexuelle pour leur donner les clés pour décrypter ce qui leur arrive et comprendre. J'ai dit une application, c'est une erreur et en même temps, c'est pas une erreur. Alors, effectivement, ce n'est pas une application qu'on va télécharger sur les stores. C'est un site internet, une plateforme digitale qui est accessible sur Internet de partout et qui est effectivement conçue comme une app, c'est-à-dire que quand l'ado va la consulter sur son téléphone portable, il a l'impression d'être dans une app, mais c'est sur Internet et donc accessible de partout. Outil tout à fait essentiel parce que, alors je me suis un petit peu documenté avant de vous recevoir, mais apparemment, il ne pense qu'à ça et elle ne pense qu'à ça. C'est-à-dire à partir de 12-13 ans, à l'orée de la puberté, ça devient quand même un énorme sujet de préoccupation pour les enfants et les adolescents. Oui, c'est vrai que c'est un sujet. Après, ce n'est pas un sujet pour tous les adolescents. Et c'est là aussi où parfois il peut y avoir des décalages, parce qu'on vit quand même dans une société qui est hyper sexualisée. Et certains ados ont un développement de ce côté-là qui est plus tardif. Et c'est hyper important pour moi, le message qu'on délivre à travers Silex, c'est qu'effectivement, ça rentre dans le quotidien des jeunes, mais à différents moments, et que tout est normal, et que ça vient, et que les choses se font de façon naturelle, et sans avoir à se préoccuper de ça particulièrement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de créer Silex ? Alors, ce qui m'a donné envie de créer Silex, d'abord, donc moi je suis entrepreneur dans le digital, donc voilà, on va dire que c'est mon univers. Vous aviez notamment créé Balinea, qui était un site tout à fait novateur, en son temps. Oui, absolument. Novateur en son temps, de réservation en ligne de soins beauté bien-être, mais en gros qui digitalisait l'univers de la beauté et du bien-être. Et en fait là, globalement, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la digitalisation de l'éducation à la sexualité. Alors je vais revenir là-dessus. Et pourquoi et comment m'est venue l'idée ? Donc j'ai un profil entrepreneur, du digital, j'ai 3 ados de 12, 14 et 16 ans, donc moi je suis en plein là-dedans, 3 garçons. Et en fait, je suis tombée sur 3 chiffres un peu par hasard qui m'ont fait un peu tomber de ma chaise, qui est la progression des IST auprès des jeunes. C'est dramatique. Donc les infections sexuellement transmissibles, qu'on appelait absolument. maladies sexuellement Ouais, transmissibles à notre quand époque, moi ça j'étais jeune. Voilà, ça s'appelait MST maintenant. Quand on était jeune, alors. On dit les IST, et donc notamment, voilà, il y a des progressions de 40% sur la chlamydia. En fait, les jeunes mélangent tout, donc prévention, contraception, contraceptif, tout ça dans leur tête est complètement mélangé, donc ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Donc il y a une vraie méconnaissance. Ensuite, 24% des garçons de 18 à 24 ans, quand ils demandent à une jeune fille si elle veut avoir des rapports sexuels et qu'elle leur dit non, ils considèrent que c'est un oui. Donc ça, c'est une enquête de Elle pour l'IFOP qui date de 2019. Donc là aussi, je me suis dit, il y a quand même l'IFOP pour elle, j'imagine. Problème. Une enquête IFOP pour elle. Oui. Pardon. Non, mais peu importe. C'était pour garder la précision. C'est absolument considérable. C'est considérable. Et en fait, quand on creuse un peu, 63% des garçons et 37% des filles de 15 à 17 ans ont déjà regardé des films porno. Et 1 sur 2, en fait, reproduit des choses après dans la réalité parce qu'ils prennent ça comme un tuto. Et en fait, quand on regarde un peu, quand on creuse ces chiffres, et qu'on regarde, aujourd'hui les jeunes, ils sont sur le digital. Et sur le digital, en matière d'éducation à la sexualité, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est bien fait, ce sont des livres, des documents, mais les jeunes ne s'informent plus du tout via ces leviers-là. D'où l'idée de créer effectivement une plateforme novatrice digitale, d'où la digitalisation un peu de l'éducation à la sexualité. On ne va pas se bombarder de chiffres, mais quand même, vous en avez cité un, 20%. C'est tiré, je pense, de la même étude, des enfants qui ont été soumis à ces images pornographiques avaient entre 11 et 12 ans, oui. Et même 11% avant l'âge de 11 ans. Oui. 38% des hommes se sont dit choqués, 66% des femmes. Vous-même, vous dites que vous l'avez créé alors que vous avez 3 garçons. Grande différence, garçon-fille, dans l'approche de l'éducation à la sexualité ? Alors, pas forcément, les choses évoluent beaucoup, mais en tout cas, toutes les études montrent que sur le sujet de la pornographie, ça reste encore très genré. C'est-à-dire que c'est plus un comportement, on va dire, de garçons que de filles, même si les choses évoluent. Mais sinon, globalement, non, il n'y a pas de vraie différence là-dessus. La vraie différence pour moi qui est très importante, c'est qu'en fait, les filles entre elles ont tendance à en parler plus facilement que les garçons.
Les garçons entre eux, on a justement tous ces stéréotypes de genre. Le garçon, il doit être fort, il doit assumer, il n'exprime pas ses doutes et ses questionnements. Bah non, pourquoi faire? Voilà. Et donc, en fait, les jeunes garçons sont encore plus isolés sur ces sujets-là. Et donc, il y a encore plus une question de pression, de performance. Je dois faire comme si je savais. Et la pression des pairs qui est absolument terrible. Considérable. Absolument. Je dois faire comme si je savais. Pardon. Non, pas du tout. Valérie, on va continuer à parler de tout cela, de ce qu'on trouve notamment sur Silex. Le sujet est passionnant, mais ce sera juste après l'Anti-Sèche, ce zoom sur l'actualité qui nous est proposé tous les jours par Amal Laoui et la façon dont cette actualité s'articule avec les programmes scolaires. Je vous ai annoncé une chronique effusive, explosive, éruptive. C'est dans quelques secondes. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'éruption, donc là c'est une éruption d'un volcan dans l'archipel des îles Tonga, a coupé les habitants du reste du monde il y a une dizaine de jours. Je pense que tout le monde a vu de ces images extrêmement saisissantes. Oui, c'est ça, c'était le 15 janvier dernier. Un volcan sous-marin situé dans l'archipel des îles Tonga, en plein Pacifique Sud, a explosé violemment, provoquant un tsunami à travers le Pacifique. Et selon les scientifiques de la NASA, la force de l'éruption volcanique aux îles Tonga a dépassé la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Alors un peu plus proche de nous, en septembre dernier, il y avait eu le volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de La Palma qui est entré en éruption. Et il aura fallu 85 jours à ce volcan pour se rendormir. Il s'est arrêté le 13 décembre dernier avec des dégâts considérables, des maisons détruites et plus de 5000 personnes évacuées. Vous choisissez habilement vos exemples. Pourquoi vous ne nous parlez pas de ce volcan islandais ? Parce que la prononciation vous savez, est compliquée en 2010. Vous vous souvenez ? Oui, et je ne sais plus. On va essayer de faire écouter. Regardez, j'ai fait un truc. Ils vont détester en régie. Hop, on y va. Je le mets. Oui, c'est ça. C'était lui. J'ai préféré des exemples plus faciles à prononcer, voilà. Moi aussi. Normalement, ceci étant, quand on a été à l'école, et notamment au collège, les volcans n'ont absolument aucun secret pour nous. Oui, c'est un chapitre que les enfants adorent dès l'école primaire et ils approfondissent le sujet au collège, au cours de SVT. Ils vont apprendre par exemple le fonctionnement d'un volcan, de sa création à son impact sur les terres et ses habitants. On va leur expliquer comment se forme un édifice volcanique, d'où vient la lave, quels sont les différents types de volcans, quels sont les volcans célèbres. Et grâce à ces cours, ils vont faire la différence entre un volcan effusif et explosif. Est-ce que vous connaissez la différence ? Bien sûr. Bien sûr. Le volcan effusif n'est pas explosif, tandis que l'explosif, et ça le distingue profondément, n'est pas effusif. C'est un bon résumé. Les volcans dits effusifs ou laviques connaissent des éruptions sans explosion. Ils sont caractérisés par des coulées de lave très abondantes et spectaculaires. Les volcans explosifs, eux, connaissent des éruptions bien plus remarquables, accompagnées d'explosions, ce qui les rend imprévisibles et dangereux pour ceux qui se trouveraient à proximité. Leurs éruptions sont généralement dénuées de grosses coulées de lave, mais produisent d'intenses explosions avec des grandes quantités de cendres et de nuées ardentes. Et puis il y a une troisième catégorie, une sous-catégorie en tout cas, comme aux îles Tonga. Oui, ce sont les volcans sous-marins et comme leur nom l'indique, ils sont immergés sous une mer ou un océan et les scientifiques de la NASA estiment que les volcans sous-marins sont près d'1,5 million, soit 1000 fois plus que les 1500 volcans terrestres actifs. Une fois qu'on a expliqué aux élèves, et pas que aux élèves, la différence entre le volcanisme effusif et le volcanisme explosif, on va aussi leur expliquer les dangers potentiels qu'entraînent ces éruptions. Oui, c'est ça, grâce à des schémas, des croquis, des cartes, des photographies aériennes, des photographies de volcans anciens ou actifs, les élèves vont pouvoir comparer les laves émises en fonction de la viscosité du magma ou de la quantité de gaz. Ils vont essayer d'estimer les risques liés à ces coulées de lave. Un protocole expérimental va être exposé aux élèves et ils vont par exemple modéliser des éruptions volcaniques pour mieux comprendre le phénomène. Et puis il y a quand même certains élèves en France qui sont directement concernés par les volcans. Alors plus en Auvergne, même si on peut visiter un parc absolument extraordinaire qui organise beaucoup de choses pour les scolaires d'ailleurs. Oui, en Guadeloupe par exemple ou à La Réunion. En tout cas, même si les élèves ne sont pas tous concernés directement par les volcans, on va leur rappeler les consignes de sécurité données par les autorités en période d'éruption, avec par exemple le communiqué de la préfecture de La Réunion lors de l'éruption du Piton de la Fournaise en août 2015. Donc ce sont à la fois des cours théoriques et pratiques qui leur donnent toutes les clés pour comprendre le volcanisme. Merci beaucoup, Amal. Valérie, je ne vais pas vous interroger sur les volcans. En revanche, on parle des programmes et du lien entre l'actualité et les programmes. L'éducation sexuelle, elle est au programme pourtant. Donc pourquoi aurait-on besoin de Silex ? Donc la vraie réponse, c'est qu'on en a besoin parce que les programmes ne sont pas tout à fait suivis. Mais bon. Alors effectivement, d'après la loi de 2001, normalement, les élèves ont droit à 3 séances dédiées d'éducation à la sexualité, de la primaire jusqu'au lycée, 3 fois par an.
Sauf qu'en fait, dans les faits, donc ça c'est le rapport du HCE de 2016, c'est Au pas Conseil fait. à l'égalité Ouais, absolument. entre les femmes et les hommes. Absolument. C'est pas fait partout, c'est pas fait tout le temps. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est pas Manque fait de moyens, en fait. C'est-à-dire que soit l'établissement a les moyens de faire appel à une association qui va venir faire ça externe et dont c'est le métier, on va dire, soit l'établissement n'a pas les moyens, et dans ce cas-là, on va demander aux profs de SVT ou à un prof de le faire. Sauf que les profs n'ont pas été formés pour ça, n'ont pas de support adapté, et c'est vrai que c'est un sujet avec une classe de 30 C'est pas élèves. évident à aborder, tout C'est bêtement. pas cette évident classe. à aborder. Quand on est parent, on sait que c'est pas évident à aborder avec ses enfants. Imaginons un enseignant, une enseignante devant une classe. Absolument. Il faut aider. Il faut être formé pour le faire. Et dans certains cas, je pense que certains profs, s'ils sont mal à l'aise, il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas, plutôt qu'ils fassent passer des messages de stress, d'angoisse, etc. Et après, quand bien même, c'est quand même des cours qui sont centrés sur la prévention et pas du tout sur l'éducation complète à la sexualité. Et alors, on peut aussi désormais aller sur Silex. On en reparle dans quelques instants avec la suite de notre grand oral. Et Amal, on se retrouve pour la récré. Cette éducation à la sexualité qui est inscrite effectivement dans les programmes, qui n'est pas tout à fait accomplie, c'est pas évident non plus parce qu'il y a une circulaire aussi d'application qui précise qu'elle doit trouver sa place à l'école, je cite, sans heurter les familles ou froisser les convictions de chacun. Là, on arrive sur un territoire extraordinairement délicat. Oui, c'est là où c'est encore plus compliqué, effectivement, en tant que chef d'établissement ou en tant qu'enseignant dans une classe, de faire quelque chose qui va être unanime et qui ne va pas être controversé. Il y a certains parents d'élèves, quand on annonce effectivement qu'il va y avoir une intervention dans la classe, qui demandent à ce que leur enfant n'aille pas à l'école le jour en question. Donc c'est problématique. Et il y a eu les qui ont fait parler d'elle à un moment, les journées de retrait de l'école. Absolument. Au moment des ABCD du genre, alors qui n'était pas exactement de l'éducation à la sexualité. Enfin, ça recouvrait toute une partie de ce qu'il y a sur Silex d'ailleurs. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, dans la définition de l'OMS ou de l'UNESCO, l'éducation complète à la sexualité, on va bien plus loin que la mécanique des corps et des organes. Donc effectivement, il y a toute une partie sur la connaissance des corps. Maintenant, il y a toute une partie aussi sur la construction de sa relation à soi et à l'autre, qui est hyper importante et qui n'est pas du tout abordée aujourd'hui. Et je pense que c'est probablement l'un des sujets sur lesquels les ados aujourd'hui ont vraiment le plus besoin d'accompagnement. C'est comment je me construis, comment je mets des limites, comment je sais ce que j'ai envie de faire, comment ce que je fais, je le fais parce que moi j'ai envie de faire et pas parce qu'on me demande de le faire ou que mes amis le font. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est toute la brique, on va dire, relation. Après, il y a toute la partie, moi, ce que j'appelle protection. C'est comme ça qu'on l'a nommé sur la plateforme. Donc c'est de la prévention, mais c'est un peu au-delà de ça. C'est prendre soin de soi. Au-delà de attention, il y a des risques, attention, c'est dangereux, attention, tu vas tomber malade. La plateforme, on est ado, on y va seul, on y va avec les parents? Alors, il y a les deux. Moi, j'ai les retours des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai des parents qui utilisent la plateforme quand leur enfant vraiment rentre dans la puberté, qui sont, on va dire, jeunes sur ces sujets-là. Et du coup, ça leur donne un support pour pouvoir en parler avec leur ado, avec des supports donc, qui sont ludiques, interactifs, gamifiés, fun, qui parlent beaucoup plus à un ado qu'une brochure ou autre. Donc, ils vont s'en servir comme support pour en parler. Et après, globalement, l'ado va s'approprier l'outil et va commencer à naviguer seul pour trouver les réponses à ses questions. Vous avez des données sur la fréquentation du site. Vous les scrutez, j'imagine. Absolument. Qu'est-ce qui angoisse le plus votre public? Quelles sont les rubriques les plus consultées? Alors, Enfin, angoisse ou intéresse d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis partie de l'angoisse. J'ai intériorisé quelque chose. Je m'allonge. Alors, fondamentalement, tous les sujets les intéressent. On sent vraiment un manque d'informations. On a aussi un compte Instagram sur lequel, effectivement, les ados viennent beaucoup interagir, nous poser des questions, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai manque sur tout ce qui était vraiment la construction de mon identité, qui je suis. Il y a tout le sujet, effectivement, du genre, de l'orientation sexuelle. Je suis attirée, je ne suis pas attirée. Pourquoi on est attiré? C'est de l'amour, c'est un crush, c'est un ami. Tout ça, c'est très compliqué, en fait, quand on est ado. On ne sait pas. On est perdu avec ça. On ne sait pas. Moi, je demande à mon fils, t'es amoureux? Il ne sait pas. Donc voilà, donc ça, c'est ces sujets qui sont très peu abordés, en fait. Et il n'y a pas aujourd'hui de support qui parle de ces sujets-là aux adolescents. Beaucoup de comptes Insta quand même, hein. Vous en avez un, mais il y en a énormément maintenant qui s'adressent aux jeunes. Certains ont d'ailleurs des centaines de milliers d'abonnés. Bonne chose, mauvaise chose, ou au fond tout ce qui permet d'ouvrir un dialogue à peu près sainement, c'est bien aujourd'hui? Je pense que tout ce qui permet d'ouvrir un dialogue est parfaitement bien et sain et bienvenu. La difficulté qu'on a sur ces comptes Insta qui sont très suivis, sont beaucoup suivis en fait par des jeunes adultes ou des adultes. C'est vrai que c'est plus tard souvent. C'est plus tard, c'est plutôt, on va dire, pour des 18-25 ans. Moi, je trouve qu'aujourd'hui... Je m'en bats le clito, etc. Exactement. Ouais. Et alors, c'est, à mon avis, ça s'adresse quand même plus à des jeunes adultes qu'à des ados. Après, il y a bien entendu dans leur audience des adolescents en recherche d'informations.
Sauf qu'aujourd'hui, un adolescent, pour moi, n'a pas les codes pour décrypter ces messages-là. Surtout s'il Il a faut besoin poser d'une info les précise. fondamentaux. C'est ça. S'il a besoin d'une info précise, c'est quand même très compliqué sur un fil Insta de trouver la réponse à sa question. Alors que sur un site internet, vous tapez votre recherche dans le moteur et vous avez les contenus qui sont adéquats. Oui, Et et puis le site surtout, est très bien structuré par rubrique. Il y a des jeux, il y a des plein de informations. jeux. Ouais, c'est fait de façon ludique. Allez, on prend une petite respiration. C'est l'heure de la récré. Valérie, et la récré, c'est Amal. On va travailler Travailler chez soi. calmement. On va réviser. C'est ça, on a parfois C'est une drôle de récré quand même aujourd'hui. On a parfois du mal à se concentrer chez soi pour travailler. Regardez cette étudiante qui se filme, elle filme sa session de travail, vous allez voir, elle est très organisée. Ça dure 3 heures, alors c'est une vidéo pour motiver les élèves à étudier. Selon une étude PISA, eh bien, plus un élève travaille après les cours et plus ses résultats scolaires augmentent. En France, les élèves de lycée passent en moyenne 5 heures par semaine à faire leurs devoirs. Ces chiffres sont dans la moyenne des pays de l'OCDE. En comparaison, eh bien, les élèves chinois peuvent passer jusqu'à 14 heures par semaine consacrées à leurs devoirs. C'est beaucoup. La France fait partie des pays où les élèves ont le plus de travail à faire à la maison. Et malgré cette charge en plus, eh bien, les résultats des enfants français ne sont pas meilleurs que ceux d'autres pays comme la Suède ou la Finlande, où la charge de travail personnel est nettement moins importante. Et l'un des gros reproches faits aux devoirs à la maison, c'est que cet aspect est générateur d'inégalités souvent. Devoirs à la maison qui sont en théorie Interdits. à l'école primaire interdits depuis 56. exactement 1956, mais pas les leçons. On joue beaucoup sur cette ambiguïté-là. Merci beaucoup. On revient sur cette question scolaire et sur l'articulation avec les programmes. Il y a aussi une partie de sujets politiques autour de l'éducation sexuelle. Quand Emmanuel Macron relie la qualité de l'éducation sexuelle, par exemple avec les violences faites aux femmes, C'est complètement lié, en fait. en tout cas, on ne parle plus seulement de santé. Bien sûr, c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont comme c'est ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exemple qu'ils ont, c'est celui de la pornographie. Et quand on se dit qu'effectivement, 60% des jeunes vont aller regarder du porno et qu'un sur deux va reproduire ce qu'ils voient dans le porno et qu'ils n'ont pas le recul pour se rendre compte que c'est mis en scène, scénographié et que ce n'est pas la réalité, bah forcément, ça se reflète après dans les comportements qu'ils vont avoir entre eux et dans leurs relations. Et alors, c'est le porno, mais je dirais c'est globalement la pop culture en général, que ce soit, il y a d'autres représentations, il n'y a pas que la pornographie. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les aider à prendre du recul et à de se poser des questions pour savoir ce dont eux ont vraiment envie. Puisqu'on est théoriquement dans l'heure de la récré, c'est moi qui ai remis du sérieux dans le sujet. Les jeux, vous faites jouer. Pourquoi c'est important de jouer autour de ces questions-là? Est-ce que vous constatez sur Silex que ça engage encore plus votre public? Ouais, ça c'est vraiment le retour unanime qu'on a de la part des jeunes. C'est que le fait que les contenus, donc c'est des quiz, c'est des mots mêlés, il y a d'autres formes de jeux sur la plateforme, mais le fait que l'info soit donnée de façon sympa, décalée, décomplexée, bah, fait qu'en fait ils apprennent sans s'en rendre compte. Donc ça rend l'exercice sympathique, sauf qu'en fait, ils apprennent des choses. Et c'est là où on est en rupture, je dirais, par rapport aux solutions qui existent aujourd'hui, quand les solutions digitales qui existent, bah voilà, qui sont faites un peu à l'ancienne, comme des livres, et donc faut lire. Et Qu'est-ce que vous les pensez jeunes ont des d'autres choses. séries, par exemple, comme Sex Education, qui traitent de ce thème? Bah, je trouve ça top, c'est génial. Ça, pareil, en fait, c'est un peu ce qu'on disait sur les comptes Instagram. Pour moi, tout ce qui va casser le tabou autour de ce sujet-là et faire en sorte que les jeunes soient à l'aise avec ça et soient à l'aise pour en parler, c'est super. Sex Education, par contre, pour moi, ça s'adresse effectivement à une cible d'ado plus. Bon, enfin, c'est classé 16 plus sur Netflix. Voilà, c'est pas adapté à un jeune de 10 ans qui découvre, en gros, qui entre dans la puberté. Mais c'est très bien. L'éducation sexuelle sur Silex. Merci Amal pour cette récré. On en reparle dans quelques secondes. C'est la suite du grand oral de Valérie Bézarab. Sex Education, il y a aussi Glee, il y a Pause, il y a énormément de contenu et il y a des contenants qui tombent en direct. Énormément de contenu sur tout cela sur Internet. Je lisais que dès l'apparition de la carte postale au XIXe siècle, on avait produit des images érotiques et que dès le début, ça avait été associé à l'idée de danger pour les jeunes. Mais la curiosité sexuelle, elle a aussi quelque chose d'assez sain. C'est normal qu'ils aient envie de savoir. Bah bien sûr, ça fait partie de l'éveil. Au moment de l'adolescence et de la puberté, les hormones se mettent en route, il se passe des choses dans leur cerveau. Je dirais, c'est la naissance du désir sexuel. Et donc c'est normal, en fait, c'est tout à fait normal et naturel.
La clé d'une éducation sexuelle, entre guillemets, réussie, en tout cas complète, quelque chose qui apprendra à se respecter soi-même et à respecter les autres, elle est aussi dans la qualité du lien, du dialogue qu'on réussit à instaurer avec sa famille, au fond. C'est quand même là que tout commence. On accuse l'école de beaucoup de choses, mais ça commence à la maison. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être porté par une seule personne ou un seul partenaire. Enfin voilà, ça doit être fait de partout, de façon conjointe. Après, évidemment, tous les enfants n'ont pas la chance d'être élevés dans une famille où c'est un sujet sur lequel il est facile de discuter. Donc après, on peut dire oui, il faut aussi accompagner les parents là-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est fait, en tout cas en termes de parentalité, moi j'ai cherché, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que quand vous faites des recherches sur la parentalité, que ce soit dans les livres ou sur Internet, en gros, ça veut dire que vous êtes parent d'un enfant qui a entre 0 et 9 ans. À partir du moment où votre enfant devient un ado, c'est comme si vous, en tant que parent, vous disparaissiez. Il n'y a rien. Et là, moi, je m'en rends compte parce qu'effectivement, au niveau je dirais, de l'audience qui est créée sur Silex, j'ai aussi des parents qui viennent poser des questions, qui viennent s'informer, qui viennent en fait regarder comment parler de ça à leur ado. Parce que on peut se dire, je suis ouverte, je peux en parler, mais en fait, c'est vrai que c'est délicat, c'est quand même très délicat. Et d'un point de vue, je dirais même santé, ou psychologique, on n'a pas non plus à rentrer dans l'intimité de son ado. Donc il faut trouver la bonne limite. En quoi votre expérience d'entrepreneuse de la tech et à succès, puisque Balinea, ça avait été un grand succès, vous a servi pour construire Silex, dont je précise, je crois que j'ai oublié de le faire, que c'était un site qu'on appelle en freemium, c'est-à-dire qu'une partie des contenus est accessible gratuitement, mais notamment pour accéder aux jeux les plus palpitants qui soient, là, il faut commencer à payer. Oui, il faut s'abonner. Alors, c'est un abonnement qui est à 2,90 € par mois, donc qui est modeste, mais le choix pour moi de prendre de prendre un abonnement, c'est effectivement pour ne mettre aucune publicité et ne faire aucune commercialisation des données. On aurait pu faire une plateforme complètement gratuite en accès libre. Mais il faut bien qu'à un moment, c'est moi qui deviens le produit et ça se paye. Il faut financer la production de ces contenus qui sont de qualité. Et donc, effectivement, voilà. Donc ça, c'était un arbitrage. Votre expérience de Balinea, en quoi elle vous a aidé ? Votre question. Ça m'a aidé parce qu'effectivement, moi, je viens du digital. Donc, les codes du digital, je les connais. Les codes des ados, je les connais. Et il y avait toute cette logique, en fait, d'éducation, de pédagogie pour transformer ce secteur de la beauté et du bien-être, donc des indépendants, des coiffeurs, des instituts de beauté. Quand j'ai commencé Balinea, les coiffeurs et les instituts de beauté prenaient leur rendez-vous sur un carnet papier. Aujourd'hui, on réserve en ligne avec un agenda électronique. En fait, ce qu'on va faire là avec Silex sur l'éducation à la sexualité, c'est qu'on pourra réserver sur... Non, je plaisante. Non. Ça va, j'étais sérieux jusque-là. C'est que ce soit accessible de partout pour les jeunes. On va faire le lien avec la beauté dans quelques secondes. Merci beaucoup, Amal, puisque vous allez céder votre place à Anne Tourneux, notre styliste, et on va parler des soldes. Et c'est le jour et l'heure du dress code avec Anne Tourneux. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dress code plus qu'une semaine avant la fin des soldes, chronique méthodologique. Chronique méthodologique, et oui, en effet, les soldes s'arrêtent le 8 février. Et donc, pour beaucoup de familles, c'est l'occasion de faire des affaires et d'ajuster les tailles des vêtements de toute la famille. Alors, avant de faire les soldes, j'ouvre mon dressing. Voilà, c'est la nouvelle, on va dire, c'est la nouvelle technique pour bien faire les soldes. Voilà, ce que je vous recommande vivement, c'est de faire un inventaire en triant le dressing avant de partir à la chasse aux bonnes affaires. Le maître mot, c'est l'organisation. Pourquoi ? Parce que faire un point sur ce qui sert et ce qui manque, ça vous permet de créer tout simplement une vraie liste, une bonne liste. Je peux même préfinancer mes soldes parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites qui me permettent de revendre d'ailleurs. Exactement. Alors ça, j'y reviendrai dans une prochaine chronique parce que ce genre de stratégie, justement, en triant son dressing et en faisant une vraie liste, ça peut faire rentrer dans le circuit de la seconde main. Et aujourd'hui, il y a une multitude de plateformes sur le web qui facilitent justement cet accès aux secondes mains. Bon, aujourd'hui, je vais parler des soldes vraiment dans la plus pure tradition. Et on continue avec la méthodologie. Et on fait une liste. On n'y va pas liste et on fait à de l'aveugle. la place. On enlève tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est trop petit. On fait un inventaire. On voit ce qui sert le plus, ce qui sert le moins, ce qui permet d'avoir une liste très, très centrée et très juste, et même de faire de la place pour accueillir les nouvelles affaires.
Ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, et ça donne des bonnes habitudes aux enfants de voir que le dressing se range, s'organise, se libère et se complète. Les soldes, parfois, quand on arrive dans les boutiques, il faut se décider très très vite. Donc, c'est pas le moment de réfléchir aux questions de c'est quoi la taille, etc. aussi. Là, ça aussi, ça se prépare. Voilà, donc là, je vais donc, dans cette liste aussi, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il vous faut pour la saison prochaine, pour l'année prochaine. Donc ça, je vous invite à viser juste et à mesurer. Bon, pour les bébés, ça passe encore parce que les statures sont correctes. Pour tout ce qui est jeunes ados et grands ados, là, c'est mieux de mesurer. C'est hyper hétérogène. Ah oui, avant, parce que les sizing n'ont rien à voir d'une marque à l'autre. Donc c'est intéressant de se créer ses propres repères. Ce qui peut faciliter aussi les achats online, puisque là, on a toutes les statures qui sont posées sur les articles, et donc vous êtes sûr de passer peut-être du SOM selon les tailles et les marques. Alors les soldes, évidemment, tout ça coûte moins cher. Il ne faut pas uniquement se fier évidemment au pourcentage de baisse, parce que ça dépend de la valeur. Est-ce qu'il y a des fausses bonnes affaires, par exemple ? Alors, il y a les fausses bonnes affaires qui sont un peu on en a parlé, c'est de notoriété publique aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de marques en fait, qui produisent des articles exprès pour la période des soldes. Donc en général, ce sont des affaires qui sont de moins bonne qualité et qui sont proposées avec des prix barrés pour inciter à l'achat. Donc ça, je vous invite. En fait, c'est tout à fait factice, c'est pas des soldes. C'est tout à fait factice. C'est du low des cost. Productions que vous ne verrez jamais en collection quand les tarifs sont pleins, mais que vous voyez au moment des soldes. Donc c'est intéressant de se pencher sur l'étiquette. Et c'est franchement pas écolo en plus, puisqu'on veut dire qu'on a produit spécifiquement au lieu d'écluser les stocks. C'est ça qu'il faut commencer à bannir au fur et à mesure, puisque c'est pas des articles à forte durabilité, ce sont vraiment des vêtements qui dureront en un one-shot. Les soldes, on ne les rate pas cette année parce qu'il y a des mécanismes économiques mondiaux qui font que ça va peut-être coûter plus cher ou que ça va être plus compliqué de s'habiller dans les mois qui viennent. Avec avec la hausse des prix des matières premières, des transports, de l'électricité, ça se répercute forcément sur le prix final. Donc, c'est peut-être la dernière année où vous verrez encore des prix à peu près corrects et petit à petit, ça va augmenter, forcément, par la force des choses. Soldes en ligne ou en distanciel ou en présentiel ? C'est les grands mots du travail aujourd'hui. Alors, ça, c'est à développer, c'est à voir pour chacun, mais il se trouve que le cerveau humain répond quand même beaucoup plus à l'impulsion quand on est dans une boutique, avec une grosse musique, avec des prix barrés. C'est fait pour d'ailleurs. C'est fait pour, et vous n'y êtes pour rien. C'est le cerveau humain qui réagit extrêmement bien à ces techniques marketing. Il y a aussi 2-3 techniques marketing assez efficaces sur les sites. Je suis sûr que... dépêchez-vous, dernier, plus que le dernier, etc. Mais on va dire que sur le web, vous avez quand même beaucoup plus de facilité de faire votre choix tranquillement, de lire correctement les compositions, les mesures de l'article pour viser juste. Voilà. Et si néanmoins je suis en boutique et que je suis pris d'affolement, si j'ai suivi la méthode Anne, je reprends ma liste. Vous reprenez votre liste et vous respirez, vous faites une grande respiration. Voilà, vous en tenez à la liste. Vous allez faire des économies incroyables et certainement de meilleures affaires. On parlait des mauvaises affaires, des fausses bonnes affaires. Il y a aussi quand même, c'est un moment où il y a un peu de fraude parfois, non, les soldes ? Alors, les fraudes, ça, il faut se méfier sur le web. Ça, cadenas obligatoire. Moi-même, je suis passée à la caisse là, pendant les vacances de Noël. Donc, cadenas, c'est-à-dire de sécurité quand on règle. Cadenas de sécurité. Et on achète auprès très important de d'enseignes qu'on connaît la connexion et de privilégier d'aller vers des enseignes reconnues et pas de faire une chasse, de se lancer à la poursuite de la meilleure affaire sur le web. Il faut être faire très attention. Je voulais vous ajouter aussi dans la culture, on a tendance à vouloir absolument acheter la même chose. Peut-être que c'est l'occasion, les soldes, de se pencher vers une meilleure qualité. Voilà. Parce qu'en général, les rabais sont un peu plus importants. Et donc, on en profite. Mathématiquement, ça réduit pour un article de meilleure qualité qui sera potentiellement possible de donner au prochain ou peut-être de vendre en seconde main. Et c'est là que vous commencez à rentrer dans un système extrêmement vertueux. Et pour terminer, le chiffre sympa, si j'achète Made in France ? C'est mieux. C'est carrément mieux. On dit que ça réduit l'impact environnemental de 43% dans le respect des normes sociales. Donc c'est quand même très très bien. Et si, comme certaines personnes, vous n'êtes pas très habile pour faire tout le travail préalable dont parlait Anne, on peut lire votre bouquin, qu'évidemment j'ai oublié, c'est Closette Thérapie le titre. C'est Closette Thérapie. Closette, c'est le placard, thérapie, on se soigne. L'éditeur
C'est Marabout. Chez Marabout, formidable livre, une méthodo extraordinaire. C'est signé de notre styliste et chroniqueuse Anne Tourneux. Techniques justement pour revoir votre dressing de façon totalement consciente. Un commentaire ? Je trouve ça génial. Je vais aller faire les soldes. Vous allez faire les soldes. Vous m'avez donné envie. Profiter des bonnes occasions et d'acheter mieux, d'acheter moins mais mieux, toujours. Acheter responsable. Ouais. Beau et responsable. Beau et responsable. Ça vous résume. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup aussi, Valérie. Alors, vous disiez, il y a beaucoup de livres sur le sujet de l'éducation sexuelle, beaucoup plus que d'applis ou de services en ligne. Oui. J'en cite quelques-uns. Vous commentez si vous les aimez pas. Moi, j'ai repéré l'Encyclo de la vie sexuelle, qui est vraiment pour les tout petits. Je pense que vous vous adressez pas encore à eux. C'est carrément pour les 4-6 ans. Okay. Si on va plutôt chez les vôtres, il y avait le guide du zizi sexuel de Zep. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je crois qu'il a fait une version fille en plus. J'avais acheté mes enfants. Ouais. Et alors ? Eh bien, ils ont aimé, en fait, ils se le passaient sournoisement en pouffant derrière la porte. Et je pense que justement, ça m'a ouvert quelque chose avec eux où on n'arrivait pas à en discuter encore, parce que c'est trop secret pour eux. Et ça a déclenché la conversation. Je pense que ça a dédramatisé des choses chez eux, déjà en interne. Et donc, j'ai trouvé ça assez positif. Ouais. Bon, on retrouve les mots-clés de tout votre message, Valérie. Ouais. Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser, de Charline Vermont chez Albin Michel. Bouquin de référence aussi. Ouais, très bien. Bon, et évidemment Silex. Alors Silex avec un Y. Absolument. Comme dans Silex and the City, la BD de... Non, pardon, j'étais... Non, c'était pour faire X et Y comme les chromosomes. X et Y comme les chromosomes. Silex, c'est vrai que j'aurais dû vous poser la question. Valérie, en tout cas, merci beaucoup. Très beau site, très accessible, dédramatisant, drôle, belle façon de tisser un dialogue. On apprend plein de choses. Je vais y aller, je vais prendre note, je peux vous dire. Eh ben, on y va très tous. Important, d'utilité publique. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Merci beaucoup, Valérie. C'est la fin de cette quotidienne. Évidemment, vous restez sur School TV et puis la quotidienne, vous la retrouvez en permanence sur Internet en rediffusion.